va pouvoir démarrer cette conférence. Donc une conférence, on le disait, donc sur les alternatives à la paille. C'est vraiment aujourd'hui, il y a une problématique que rencontrent nos éleveurs. Et donc l'idée, c'est à travers les témoignages qu'on va avoir dans cette conférence, de voir quelles sont les alternatives qui vont donner, j'ai envie de dire, l'eau à la bouche. Allez, on se lance. Donc déjà, nos invités que je vous les présente. Donc à ma gauche, donc du coup, Laurane Merle, qui est chargée de mission innovation et élevage à la Chambre d'agriculture. Jean-Luc Boursier, qui travaille pour l'entreprise Val Défi. Philippe Rocheteau, qui est conseiller bâtiment à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Et David Rangeard, on est chez lui. C'est le responsable troupeau de la ferme expérimentale des Établières, donc qui accueille aujourd'hui ce rallye élevage à l'étang. On va commencer direct. Laurane, tu travailles sur un projet avec, bien sûr, d'autres personnes, un projet Arbovie. Est-ce que déjà tu peux nous resituer quel est ce projet et quel est le but et l'objectif de ce projet ? Oui, alors du coup, le projet Arbovie, c'est un projet qui vise à repenser la place de l'arbre dans l'élevage bovin à l'étang. En fait, aujourd'hui, pour la plupart des agriculteurs, l'arbre et les haies sont une contrainte. Il faut les entretenir, ils gênent, ils sont dans le passage. Parfois, ils nous embêtent avec les clôtures. Donc, l'idée, c'est de voir, cette contrainte, elle a aussi des intérêts. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux l'arbre pour l'élevage. Donc dans ce projet, on s'intéresse à différentes choses. On s'intéresse à comment est-ce qu'il peut servir d'abri pour les animaux, comment est-ce qu'il peut servir aussi quand on le taille, les copeaux, on va les réutiliser. On peut les utiliser comme pour le sujet d'aujourd'hui, comme paillage pour les animaux. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. Et alors du coup, ce projet Arbovie, vous êtes combien à travailler dessus ? Alors on est plusieurs partenaires. Alors, il y a la ferme expérimentale des Établières. On travaille aussi avec des agriculteurs du coin. Et puis après, on a différents partenaires, notamment l'Institut de l'élevage avec qui on travaille beaucoup. On travaille avec la ville de La Roche-sur-Yon. Et puis nos voisins Val Défi, les CUMA aussi sont dans ce projet-là. Donc voilà un peu les différents partenaires qui gravitent autour de ce projet. D'accord. Et un projet, donc il y a une première année là qui vient de s'écouler. C'est un projet qui va s'installer sur 3 ans, c'est ça ? Voilà, c'est un projet de 3 ans. Cette année, du coup, on a testé les copeaux dans le bâtiment qui est juste derrière nous. On a mis du coup des copeaux en comparaison de paille pour des génisses dans le bâtiment. Et donc, on a regardé qu'est-ce que ça faisait. Est-ce qu'on arrive à l'utiliser ? Est-ce que les animaux sont aussi propres ? Est-ce qu'ils sont aussi confortables ? Est-ce que tout va bien en fait ? Donc là, sur la première année, c'est ce qu'on voit. Tout se passe normalement. Après, c'est des essais qui ont aussi été faits ailleurs dans d'autres régions. L'idée, c'est de voir avec nos essences locales et puis de montrer aux agriculteurs du coin comment est-ce qu'on peut le mettre en place en fait. D'accord. Et alors du coup, ces copeaux, ils viennent d'où ? Donc ces copeaux, cette année, c'est pas nous qui les avons produits parce qu'on n'avait pas encore mis en place les copeaux, mais du coup, ils viennent de Val Défi. Et peut-être que je serai plus à même pour pouvoir en parler après, voilà. D'accord. Et donc tu disais les premiers, on va dire les premiers points positifs qui ressortent quand même. J'entends le côté précaution de dire on n'a qu'un an d'expérience, qu'un an de retour sur ça, mais voilà déjà il y a quand même. Ça marche. Déjà, on a réussi à tenir les animaux propres et donc on peut utiliser des copeaux. Après, il y a toute la question, nous, qui aussi sur cette année nous a posé question, comment est-ce qu'on le met en place dans le bâtiment. On a une pailleuse d'habitude. Là, on va repenser la façon de distribuer, la durée, la fréquence. À quel moment on apporte la paille et du coup, on apporte les copeaux en fait. Ouais. Tu disais justement, vous êtes en train de repenser du coup la place de l'arbre plus globalement dans le système élevage à l'étang. Les éleveurs justement à l'étang sont des habitués de la paille du coup et la transition copeaux. Alors il y a déjà des éleveurs qui se lancent là-dedans. Dans le projet, on travaille aussi avec des éleveurs qui sont déjà engagés dans le copeau depuis un moment. Mais effectivement, ça nous a aussi surpris parce que c'est pas forcément visuellement dans le bâtiment, ça ressemble pas. On a l'impression que c'est plus sale parce que c'est plus foncé comme couleur. Donc il y a aussi toute cette question-là. On se dit que peut-être les animaux vont pas être aussi bien. Il y a tout un tas de questions aussi. Donc dans ce projet-là, on va chercher à réduire
réduire les freins pour les éleveurs en fait. Totalement. Et puis comme ça, on découvrira d'ici 2 ans les résultats de cet essai et donc on verra les résultats. Merci beaucoup, Laurane. Je vais passer la parole donc à Jean-Luc Boursier. Donc je rappelle, vous travaillez pour l'entreprise Valdéfi. En 2 mots quand même, Monsieur Boursier, vous pouvez nous présenter l'entreprise Valdéfi? C'est bon. Oui, bonjour. Valdéfi, c'est une petite SARL qui est issue du réseau des CUMA, puisque au départ, c'était une filiale de la CUMA Défi, qui est une CUMA départementale dédiée un peu à l'innovation et à des matériels qu'on ne peut pas utiliser dans une CUMA locale. Elle a été créée en 2003. Aujourd'hui, Valdéfi s'est développé. On a un site à la Loge au Bourret-sur-Vie, tout près de la 4 voies entre La Roche et Belleville. Et on travaille sur tout ce qui est, c'est de la cime à la racine, hein, donc on recycle tout ce qui est biomasse végétale solide. Ça va des souches jusqu'effectivement aux déchets verts, en passant par le tronc des arbres, toutes les branches. Voilà pour la présentation de Valdéfi. Hein. D'accord, très bien. Et alors du coup, vous, le sujet des alternatives à la paille, c'est un sujet que vous travaillez déjà depuis des années et qu'on vous a beaucoup interpellé là-dessus. Alors c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps, puisque dès la création de Valdéfi, on a tout un réseau d'agriculteurs partenaires sur la Vendée. Et dès le début des années 2000, on a déjà des agriculteurs qui ont utilisé du broyat de déchets verts au départ pour pailler leurs animaux. Il y a des gens qui travaillent depuis plus de 15 ans avec ces produits-là pour faire au moins une sous-couche ou soit même en paillage total, avec du broyat de déchets verts à l'origine. Alors depuis les années 2010, sont apparues les machines de déchiquetage de bois avec des gros débits. Et donc là, aujourd'hui, on peut ouvrir le paillage avec des nouveaux produits depuis une dizaine d'années. Et notamment depuis 2 ou 3 ans, on a de plus en plus d'agriculteurs qui s'intéressent à ça et qui ont mis en place ce système chez eux. Alors avec différents, c'est ce que disait Laurane, hein, il y a différentes techniques, il y a différents produits. Je vous ai mis ici 4 types de produits différents hein, qui peuvent aller du broyat de déchets verts jusqu'à de la fine de criblage, un produit qu'on peut même utiliser dans les logettes. Par exemple. Clairement, l'objectif, c'est je suis éleveur allaitant, je viens vous voir et je vous dis, voilà, chez moi j'ai des haies, j'ai ceci, j'ai cela. Comment est-ce que je peux le valoriser du coup dans mon élevage? Alors oui, donc juste une précision, c'est vrai qu'on nous on vend des produits. Effectivement, c'est ce qu'a dit Laurane. Hein. Nous, on a fourni des produits à la ferme des Établières pour démarrer leur expérimentation. Mais l'objectif, Valdéfi sera incapable de combler le déficit de paille sur la Vendée. Donc, l'objectif, c'est que les gens utilisent leurs propres ressources. Donc, au-delà de la vente de produits, on a tout un tas de machines qui nous permettent d'aller travailler chez les gens. Et on a aussi des partenaires abatteurs, que ce soit en manuel ou en mécanique, qui nous permettent aujourd'hui d'assurer l'ensemble de la filière pour produire du copeau de bois pour vos besoins avec les ressources que vous avez chez vous. Alors les ressources, elles sont de plusieurs catégories. Ça peut partir de l'élagage. On peut même utiliser l'élagage que vous faites en fin d'été pour faire ça. Mais du coup, on ne va pas le passer dans une déchiqueteuse, on va passer ça dans un broyeur rapide. Ça va faire un produit qui va être intermédiaire, enfin qui va ressembler plus au paillage de souche que vous avez là-bas. Voilà. Après, on peut effectivement déchiqueter du bois pour faire du copeau de bois que vous avez là. Et ça permet de faire un paillage de bonne qualité. Bon, si vous voulez des chiffres, nous, ce qu'on dit, vous pourrez regarder là. Moi, on a fait un panneau. On avait déjà fait à l'occasion de nos dernières portes ouvertes en février 2020. On avait déjà fait un atelier en collaboration avec la Chambre d'agriculture d'ailleurs sur la pénurie de paille parce que c'est pas un sujet qui date de cette année. Et vous pourrez prendre un peu des données là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où la paille rendue chez vous, elle dépasse les 60 € de la tonne, ça commence à être intéressant de s'intéresser à ça. Voilà, grosso modo aujourd'hui, à partir de 60 € de la tonne, vous êtes capable d'avoir des produits chez vous à partir du bois. C'est pas gratuit non plus, mais voilà. La paille non plus. Et en plus, non, la paille non plus. Et en plus, vos buissons, vos haies sont entretenus. Ok, très bien. Et alors justement, les autres avantages de ces formes de paillage que vous avez Laurane en a parlé un peu, hein, c'est décrit là. Alors c'est nous ce qu'on constate avec les agriculteurs qui l'ont utilisé. Alors ça dépend des produits, mais je pourrais prendre l'exemple d'un agriculteur qui a essayé dans la même stabulation en litière accumulée de mettre une partie en paille, une partie en fine de criblage. Les animaux, ils allaient se coucher sur la fine de criblage, pas sur la paille. Hein. Il y a plusieurs raisons. D'abord, souvent, ces produits, ils ne sont pas tout à fait morts encore. Ils ont encore un peu de vie, donc ils chauffent encore un peu. Et donc, en hiver, les animaux, ils aiment bien ça.
C'est une première raison. La deuxième chose, c'est que souvent, c'est des produits beaucoup plus drainants que la paille et qui se tassent moins. Ça veut dire que ça draine et que la surface, alors effectivement, elle apparaît beaucoup plus foncée, mais elle est souvent beaucoup plus sèche qu'une couche de paille au bout de 3-4 jours. Et donc, c'est une litière qui dure assez longtemps, qui est très drainante et en plus qui est stable. C'est-à-dire que la paille, enfin ceux qui travaillent en litière accumulée, vous le savez, quand la couche de paille commence à augmenter, ça fait un peu les montagnes russes. Avec ces produits-là, non. Ouais, donc c'est déjà deux gros avantages, quoi. Ouais. Voilà. Après, effectivement, ça pose la question, comme l'a dit Laurent, que c'est une autre technique. Ça oblige à anticiper. Si vous voulez travailler comme ça, c'est pas au mois de septembre qu'il faut s'en occuper. C'est déjà trop tard parce que si vous utilisez des produits qui ne sont pas secs, vous n'aurez pas du tout le même pouvoir asséchant. C'est évident. Donc, c'est des choses qui se prévoient. Ça veut dire que quasiment l'abattage, il doit être fait presque 1 an, minimum 6 mois, 1 an à l'avance de l'utilisation. Mais quand vous faites de la paille, le blé, vous ne le semez pas 10 jours avant d'utiliser la paille non plus. Et les conditions de stockage, du coup, de ce... Alors, les conditions de stockage, c'est de préférence sous un hangar ventilé ou éventuellement, on peut le faire sous une bâche à compost. Okay. Aussi, pareil. Okay. Et l'un des aménagements aussi, c'est plus du coup en lien avec le bâtiment. On en parlait tout à l'heure par rapport à Laurent, donc le système de paillage déjà. Donc ça, c'était plus l'aspect mécanique. Ouais. Et donc on va passer la parole à Philippe, donc plus pour la... Merci, Monsieur Boursier. Donc Philippe, je rappelle conseiller bâtiment à la Chambre d'agriculture. Donc justement, quand un agriculteur, un éleveur va se lancer dans un changement comme ça, j'ai envie de dire un petit peu radical de la paille, ça nécessite un aménagement de son bâtiment un peu différent. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, mais disons que moi j'aborderai la problématique paille d'une manière un petit peu différente. Là, on vient de vous parler des matériaux qu'on met dans les bâtiments, sur les litières. Donc c'est une chose, mais il faut aussi avant tout penser au fonctionnement de son bâtiment. On sait qu'on a des bâtiments qui sont très consommateurs de paille et d'autres beaucoup moins. Donc c'est des choix importants au départ quand on fait un bâtiment ou quand on raisonne le coût de la paille sur une exploitation, de savoir comment fonctionnent les bâtiments. En général, dans les systèmes allaitants, on va rencontrer 2 grands types de bâtiments. Des bâtiments litière accumulée intégrale, 100% paille, et des bâtiments avec raclage. Donc déjà, entre ces 2 types de bâtiments, on sait que le bâtiment avec raclage est un bâtiment qui économise de la paille. On va passer, par exemple, pour un bâtiment allaitant en litière accumulée, aux alentours de 10-12 kg de paille par jour et par vache, et son veau, évidemment, contre 6-7 kg dans des systèmes en bâtiment raclé. Donc déjà, l'économie de paille peut venir ici. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis le PMPOA, donc des années 1995 à 2010, il s'est fait énormément de bâtiments litières accumulées intégrales pour la simple et unique raison que c'était des bâtiments qui semblaient moins coûteux. Mais moins coûteux, ça veut dire quoi? Ils étaient moins coûteux en termes d'investissement. Mais par contre, en termes de consommation de paille, donc de fonctionnement, ils étaient beaucoup plus coûteux que les bâtiments qui, eux, choisissaient de faire du raclage avec une fumière couverte à côté ou une fumière non couverte. Donc, la problématique d'aujourd'hui, c'est d'avoir des bâtiments en fait, qui sont faits pour fonctionner en litière accumulée et qui consomment beaucoup de paille. Ce qu'il faut savoir quand on est en système litière accumulé, la réglementation oblige normalement à stocker 2 mois les fumiers sous les animaux. Ce qui est quasiment impossible dans 90% des élevages et des bâtiments parce qu'on a souvent des rations qui sont mélangées mais avec des apports d'ensilage d'herbe. Et dès qu'on entre des rations un petit peu humides, dès qu'on entre de l'ensilage d'herbe dans des rations comme ça, on les rend humides et on rend la litière beaucoup plus difficile à tenir pendant 2 mois. Donc c'est déjà une logique d'alimentation et une logique de fonctionnement de bâtiment. Et là aussi, on est vraiment sur quelque chose de repenser tout son système. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus d'éleveurs qui viennent te voir, soit pour réaménager leur bâtiment, soit des gens qui veulent construire de nouveaux bâtiments et intégrer cette dimension-là? Alors, non, parce que malheureusement, la mentalité des éleveurs viande, c'est vraiment la paille et la paille. Et on en oublie les coûts de fonctionnement du bâtiment. Et ce qu'on regarde avant tout, c'est l'investissement de départ. Donc je le répète, effectivement, le bâtiment peut sembler moins cher, mais le coût de fonctionnement est très élevé. Et on a du mal à engager l'éleveur dans cette réflexion, alors qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir qu'il y rentre, quoi.
Alors aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide aussi, notamment le PCAE qui est encore reconduit pour pouvoir accompagner les éleveurs dans cette évolution et cette adaptation de bâtiments. Tout à fait, il y a encore des aides à disposition, mais on peut, alors tu me posais tout à l'heure la question, mais on peut aussi modifier des bâtiments qui aujourd'hui fonctionnent en litière accumulée, on peut donc les faire aujourd'hui, les modifier pour qu'ils fonctionnent différemment. Alors c'est quoi le différemment dans ces bâtiments-là? Ça serait d'introduire une partie de lisier dans le fonctionnement, c'est-à-dire la partie qui se trouve à l'arrière de l'auge, est une partie où les animaux normalement mettent 60% des déjections. Mais ce sont des déjections urine, fesses, et ce sont des déjections qui, une fois mélangées, sont du lisier. Si on raclait ces déjections-là et qu'on les mettait dans une fosse, on aurait donc derrière une litière qui serait beaucoup plus saine, qui consommerait beaucoup moins de paille, et on aurait des animaux plus propres. L'autre avantage, ça serait aussi que ces systèmes-là permettraient d'automatiser plus facilement les bâtiments. Exemple, mettre un racleur sur la zone d'exercice, ce qui permettrait à l'éleveur de gagner du temps, d'avoir des animaux plus propres et de gagner également en sécurité dans le bâtiment. Mais ce schéma de bâtiment, on a beau essayer de le vendre entre guillemets, on voit bien que les éleveurs sont très frileux, les éleveurs allaitants sont très frileux d'introduire une filière lisier dans leur système. Alors que les éleveurs laitiers, eux, l'ont intégré depuis longtemps. Et ce n'est pas le hasard s'ils l'ont intégré depuis longtemps, parce que la filière lisier est beaucoup plus efficace que la filière paille et beaucoup moins coûteuse en termes de fonctionnement, temps de travail et meilleur en épandage. Je ne parle pas de l'apport de matière organique, mais meilleur en épandage, plus facile à épandre. Très bien. Donc il y a vraiment des arguments pour ces filières-là qui réduiront systématiquement l'utilisation de la paille, ou autres matériaux oui, tout à fait, dans le bâtiment. Très bien. Si en tout cas les gens ont des questions, je le rappelle, le stand de la Chambre d'agriculture, c'est juste le bâtiment qui est à côté derrière, donc il ne faudra pas hésiter. Alors justement, témoignage d'un utilisateur, donc David, donc je le rappelle, le responsable troupeau à la ferme expérimentale des Établières. Donc vous expérimentez depuis 2017 l'aspect logette. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça a impliqué du coup dans la gestion de ton troupeau ? Ce qui a impliqué, c'est qu'au départ, forcément, il a fallu que nous, on s'adapte, parce que c'est quand même un autre système, complètement, que ce soit pour la conduite du troupeau. Donc l'objectif, c'était pas de modifier cette conduite-là. Donc nous, dans l'utilisation, on fonctionne exactement comme un bâtiment en air paillé sur la conduite. C'est-à-dire, par exemple, nous, on fonctionne avec une tétée matin et soir sur les veaux. Donc on passe forcément dans les cases tous les jours. Ce qu'il a fallu aussi s'adapter, c'était aussi, moi les questions que je me posais au départ, c'était sur la détection des chaleurs, parce qu'en pleine période de reproduction, comment l'animal allait se comporter, comment la détection allait pouvoir se faire. Donc c'est vrai que la première année, j'étais un peu sceptique là-dessus. Donc après, j'ai vu au bout d'un an qu'au final, la repro s'est très 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 bien passée. Les résultats étaient quasiment identiques. Ensuite, c'est vraiment nous qui sommes adaptés. Au niveau de l'utilisation, nous, ce qui se passe, c'est que quand on rentre les veaux matin et soir, on passe forcément dans les cases. On profite de cet instant-là pour juste nettoyer un petit peu les tapis, parce on est sur tapis, et l'air au niveau des buvettes. Après, c'est un racleur automatique qui fait le reste, c'est-à-dire qu'il passe 3 fois par jour en automatique. Donc l'avantage, c'est que là, on n'a pas besoin d'ouvrir les cases pour racler, comme on peut faire par exemple sur le bâtiment air paillé, où là on ouvre 2 fois par semaine les portes pour pouvoir évacuer la partie raclage et en même temps pailler. C'est un gain de temps aussi pour vous du coup là que vous avez Alors un gain de temps, oui, sur la partie raclage et paillage, forcément. Dans la conduite même, ça ne change pas forcément grand-chose. Donc après, il y a eu un gain de temps, il y a un gain aussi mécanique, je pense, avec l'utilisation du tracteur et de la pailleuse, forcément. Après, moi ce que je craignais aussi, c'était l'adaptation des animaux sur ce bâtiment-là. Donc je vous ai parlé des chaleurs, mais au même temps le comportement qu'elles pouvaient avoir dedans. Donc il a fallu un temps d'adaptation forcément, mais après dans l'ensemble les animaux sont bien adaptés. Voilà.
Tu évoquais aussi la partie vélage. Alors oui, c'est vrai que la première année, on avait mis le troupeau vélage d'hiver. Donc là, par contre, pour la partie vélage, je ne le conseille pas forcément. C'est un peu plus compliqué à gérer. Parce que l'inconvénient du bâtiment logette, c'est que c'est un bâtiment, pour moi, hein, je le dis bien pour moi, il faut qu'il fonctionne soit tout plein, soit vide, entre guillemets. C'est-à-dire pour que les racleurs fonctionnent bien, il faut un certain nombre d'animaux quand même par case. Donc on ne peut pas forcément le moduler aujourd'hui comme on peut moduler un bâtiment air paillé, c'est-à-dire avec le nombre de cases. Donc par exemple, pour un troupeau de vélage d'automne, quand les vélages se font l'été, c'est vrai que là, il n'y a pas de souci. Ou alors tu disais, c'était cet aspect vélage, ou alors tu disais il faut l'anticiper et préparer une case. Voilà, alors après, si c'est pour des périodes de vélage d'hiver, il faut vraiment avoir des box à côté pour les vélages et ensuite pouvoir les intégrer dans le bâtiment quand le veau est apte, quoi. Sinon, après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Et spontanément, toi, là, les points positifs que tu vois, mais aussi les points négatifs, parce que je pense que c'est important. Alors, point positif, c'est vraiment, je pense, on parlait d'économie de paille, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le temps aussi d'ouvrir les barrières, la sécurité pour l'éleveur aussi, forcément, sans arrêt à ouvrir les barrières 2 fois par semaine. Là, je pense qu'on a un gain de temps là-dessus, quand même. Après, le point négatif, comme je vous ai dit, c'est pouvoir moduler les cases. Forcément, là, on est sur des cases de 16. Donc déjà, pour un bâtiment logette, je pense que c'est forcément déjà des petites cases. Parce que bon, plus on fait de nombre de cases, plus on agrandit le bâtiment. Parce qu'il faut savoir qu'il faut quand même des airs pour l'abreuvement, pour la circulation des animaux. Donc forcément, on allonge un peu le bâtiment. Est-ce que c'est un fonctionnement que toi tu recommanderais du coup, avec le retour maintenant que vous avez d'expérience ? Là ça fait que 3 ans. Alors pour les vélages d'automne, je pense que un éleveur peut se lancer. Par contre pour des vélages de printemps, je pense que c'est un peu plus compliqué. Il y a forcément une adaptabilité, quoi. Ça on en revient au même, une remise en question. D'accord, tu veux rajouter Non ? Très bien. Merci en tout cas à tous les 4. Je vous rappelle qu'ils sont à votre disposition si vous avez des questions à leur poser. Et vous avez encore les 4 ateliers qui vont toute l'après-midi recommencer et s'enchaîner si vous voulez y assister. Voilà, merci à tous.